Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre auguste attention. Nous parlerons ce soir des accords Toltec. Les Toltecs s'inscrivent dans une sorte de fraternité de lumière. Alors, quelle est leur contribution à l'expansion de l'ésotérisme mondial? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour, qui certainement nous Bonsoir. Bonsoir, Prosper Nteo. Vous êtes instructeur spirituel et vous enseignez l'anthropologie gnostique. C'est bien ça. Alors, c'est quoi en réalité les accords Toltec? Avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir invité une fois de plus dans votre émission. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver au cœur du mystère. Partagé. Bien, les accords Toltec sont en réalité un code de conduite élaboré par les sages Toltec et popularisé par l'auteur mexicain Miguel Ruiz à travers son best-seller Les 4 accords Toltec, une philosophie pour atteindre la liberté personnelle. Quand on parle des accords Toltec, il faut voir cela comme un guide pratique qui nous permet de naviguer dans les méandres de la vie. Vous savez que à notre époque, nous menons une vie remplie de stress. Nous sommes souvent confrontés à des pressions, à des défis, ce qui souvent nous éloigne de l'essentiel et qui peut parfois nous amener même à nous déconnecter de notre être divin, de notre réalité intrinsèque. Et donc les accords Toltec nous aident à supporter le stress, à aller au-delà des peurs, des doutes, à surmonter la compétition qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie. Et finalement d'avoir une vie épanouie, une vie qui est alignée sur notre potentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 5 plus grands regrets des mourants. Non. Eh bien, il y a une infirmière australienne qui a fait une étude très intéressante. Elle a travaillé pendant plusieurs années en soins palliatifs, en assistant des patients pendant les 3 derniers mois de leur existence. Donc, elle a recueilli les regrets de ces personnes-là quelques jours, quelques semaines avant leur décès. Et vous savez quel est le premier regret? Le premier regret, c'est de n'avoir pas vécu la vie qu'ils voulaient. Ils regrettent avoir vécu la vie que les autres attendaient d'eux. Ça, c'est ce qui est sorti des enquêtes, des confidences, je dirais, que les mourants ont fait à cette infirmière australienne. Mais pourquoi les gens ont vécu la vie que les autres voulaient au lieu de vivre leur propre vie? C'est tout simplement parce que nous sommes conditionnés par des milliers d'accords. Des accords que nous avons signés comme ça, les yeux fermés, sans vraiment donner notre consentement. Nous sommes conditionnés par des interdits, de nombreux interdits, par des dogmes, par des superstitions, par des croyances. Et cela nous empêche d'avoir une vie épanouie. Et c'est là qu'interviennent les accords Toltec, qui sont une philosophie de vie. Une philosophie de vie qui nous permet, dans un premier temps, d'avoir l'équilibre intérieur et de participer, de contribuer à la cohésion sociale. Donc quand on parle des accords Toltec, on pense à ce monsieur-là, à cet écrivain mexicain, à son œuvre, les 4 accords Toltec. Mais les accords Toltec sont en réalité une philosophie aussi vieille que le monde, qui permet d'être heureux, d'avoir la liberté individuelle et de travailler à ce qui est la cohésion sociale dans les environnements que nous sommes, dans le milieu que nous sommes. C'est ça. Alors, qui sont donc les Toltecs? Qui sont-ils? Ça, c'est une très belle question parce que
quand on parle des Toltecs, on peut tout de suite penser que, bon, voilà, c'est l'une des civilisations précolombiennes, parce que justement, c'est comme ça que les historiens les présentent. Les historiens disent que les Toltecs sont une civilisation précolombienne qui a vécu de l'an 900 à l'an 1200 de notre ère. Et eux-mêmes affirment ne pas pouvoir comprendre pourquoi ils ont vécu pendant juste 3 siècles. C'est trop peu. 300 ans pour une civilisation, c'est trop peu. On n'a pas compris pourquoi et comment ils ont disparu brusquement. Mais la réalité, les Toltecs ne sont pas une civilisation. Je ne partage pas cette vision des historiens, et je ne suis pas le seul d'ailleurs. L'auteur des 4 accords Toltecs, Miguel Ruiz, lui-même, il affirme, il dit par exemple que être Toltec, c'est un mode de vie. Être un Toltec est un mode de vie dans lequel n'existe ni leader, ni disciple. Chacun a et vit sa propre vérité. Un Toltec devient sage, sauvage et il devient libre. Ce sont les écrits, ce sont les paroles de Miguel Ruiz, l'auteur des 4 Toltecs. Donc on voit bien que il ne conçoit pas les Toltecs comme une civilisation, mais plutôt comme une société secrète, une communauté de sages. Être Toltec, c'est une philosophie de vie. C'est la philosophie de vie qui nous permet d'atteindre la sagesse, d'atteindre la plénitude, d'atteindre l'illumination, d'être sauvage, pas sauvage dans le sens de brutal ou de violent. Non, être sauvage, c'est-à-dire on n'est pas dans un enclos, on n'est pas conditionné par la morale, on n'est pas conditionné par les superstitions, on n'est pas conditionné par les dogmes, par les croyances. Être Toltec, c'est être libre, c'est être sage, c'est travailler pour son propre bonheur et contribuer au bonheur des autres. Donc, les Toltecs, il est clair que ce n'est pas une civilisation. Moi, je pense que les Toltecs sont en réalité une société secrète ayant vécu dans la civilisation des Olmecs même. Dans la civilisation des Olmecs. Mais il y a une légende qu'on attribue aux Toltecs, justement, qui est un peu bizarre, parce que la légende dit que toutes les civilisations ont été fondées par des Toltecs. Toutes les civilisations du monde. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une civilisation ayant vécu quelque part en Mésoamérique, mais non, que c'est une sagesse ou une communauté de sages, comme je le disais, qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. D'ailleurs, le mot Toltec est défini comme maître bâtisseur. Et toutes les civilisations d'Orient et d'Occident ont été bâties, fondées par des sages. Donc c'est ça. Être Toltec, c'est une philosophie de vie, ce n'est pas un groupe humain ayant vécu à un endroit donné, à un moment donné. Les Toltecs sont partout, les Toltecs sont en Afrique, les Toltecs sont en Chine, les Toltecs sont en Inde, ils sont partout. Très bien. Alors expliquez-nous le premier accord Toltec, son contenu et sa portée spirituelle. Okay. Le premier accord Toltec dit que votre parole soit impeccable. Impeccable, ça vient du latin peccare qui veut dire péché. Mais on veut tout simplement dire que votre parole doit être infaillible. Votre parole doit être juste. Nous devons parler avec justesse. Parce que la langue, ce petit muscle que nous avons dans notre bouche, est une épée très puissante. Une épée qu'on peut utiliser pour protéger, pour semer l'amour, l'harmonie. Mais on peut aussi utiliser cette épée pour tuer, pour faire du mal. Et c'est justement ce que nous faisons avec le Verbe. Le Verbe est créateur. À chacun de choisir de créer de belles choses avec le Verbe ou de créer de vilaines choses, des choses monstrueuses. Malheureusement, parce que nous n'avons pas conscience du pouvoir du Verbe, nous utilisons le Verbe n'importe comment. Et Miguel Ruiz dit, permettez-moi de le citer une fois encore, il dit « Un seul mot est comme un sort. Et les humains utilisent la parole comme des magiciens noirs, se jetant en toute inconscience
des sorts les uns aux autres. Le verbe est puissant, le verbe est créateur. Si nous nous référons aux Écritures saintes, à la Genèse, avec quoi Dieu a créé l'univers? Avec le pouvoir du verbe. On dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, la chose se concrétise, se réalise. Si nous venons au prologue de Jean, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. C'est très puissant. Et par lui, toute chose va se réaliser. Donc le Verbe, c'est Dieu. Le Verbe est divin. Avons-nous conscience que le Verbe est divin? Certainement pas. En tout cas, beaucoup n'ont pas conscience que le verbe est divin. Nous ne devons pas utiliser le verbe pour mentir, pour médire, pour maudire. Non, on doit utiliser le verbe pour semer l'amour, la concorde, l'harmonie. On ne doit pas utiliser le verbe non plus contre soi-même. Donc, c'est une épée aussi puissante, sinon je dirais plus puissante que l'Excalibur du roi Arthur. Donc, si nous avons une épée comme ça, on peut protéger les pauvres, on peut travailler pour qu'il y ait l'amour, l'harmonie, la beauté un peu partout dans le monde. Mais faute, comme l'a dit Miguel Ruiz, faute de connaissance, faute d'instruction, nous utilisons le verbe pour faire beaucoup de tort et c'est extrêmement grave. Et c'est quelque chose, on attribue justement ces accords-là aux Toltèques, à une soi-disant civilisation ayant vécu en Mésoamérique, mais on voit que dans toutes les traditions, on insiste sur le verbe. Un initié, la première des choses, la première des vertus à rechercher chez un initié, c'est sa façon de contrôler le verbe. Ce ne sont pas les pouvoirs, les prodiges qu'il peut réaliser. Comment il utilise le verbe? Si vous voulez apprécier tout de suite la sagesse de quelqu'un que vous venez de rencontrer, il faut voir comment il s'exprime, comment il utilise le verbe. Parce qu'un sage n'utilise pas le verbe n'importe comment. Il sait que c'est quelque chose de précieux. Donc, notre parole doit être impeccable. Notre parole doit être infaillible. Nous devons parler avec justesse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de s'enfermer dans le mutisme. Non, on va s'exprimer, mais il faut s'exprimer toujours de façon correcte. C'est le maître Samuel Anvio qui dit que nous devons utiliser le verbe correctement parce qu'il y a des moments où parler, c'est un péché, c'est une faute, c'est une erreur grave. À d'autres moments, se taire, c'est grave. Donc, il faut avoir un verbe qui est équilibré, un verbe qui est empreint d'amour, qui est empreint de sagesse, au lieu de l'utiliser pour faire du tort, pour détruire. Vous savez, il y a des gens, il suffit qu'ils placent 2-3 mots et ça va provoquer des tensions, voire des guerres. Donc, nous devons nous rendre compte de cela. Quand nous prenons l'épître de Jacques, Jacques fait l'éloge du verbe également, de la langue. Il dit que c'est comme le gouvernail. Donc, quelqu'un qui arrive à maîtriser sa langue, son verbe, il peut dominer tout le corps. Tout le corps. Donc, la première des vertus que nous devons chercher pour vivre heureux, pour obtenir l'équilibre intérieur et contribuer à la cohésion sociale, c'est de maîtriser notre verbe, de parler avec justesse. Très bien. Alors, que dit alors le deuxième accord Toltec? Le deuxième accord Toltec dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nous ne devons pas nous prendre comme le centre de l'univers. Il ne faut pas se prendre comme le centre de l'univers. Il ne faut pas penser que tout ce qui se passe est contre nous ou pour nous. J'ai comparé tout à l'heure le premier accord à une épée. Vous savez que si vous avez la meilleure épée du monde et que vous n'avez pas un bouclier, vous n'êtes pas prêt au combat. Parce que si vous travaillez à contrôler le verbe, à maîtriser le verbe, à dominer le verbe, ce n'est pas forcément le cas chez les autres. Il y en aura toujours qui vont mal parler. Vous allez rencontrer des gens qui vont mal parler.
qu'allez-vous faire? C'est là qu'intervient le deuxième accord Toltec. Nous ne devons pas prendre ce que les autres disent comme une affaire personnelle. Cet accord peut sembler difficile à mettre en pratique parce qu'il nous arrive de rencontrer des gens, comme on le voit parfois en pleine circulation, on se lance 2-3 mots et les gens sortent de leur voiture ou descendent de leur moto et se mettent à se battre. Pourquoi? Parce qu'on est rempli d'auto-importance, parce qu'on prend tout comme une affaire personnelle. On se considère comme le centre de l'univers. Donc, la sagesse Toltec nous dit de ne jamais faire de ce que les autres disent ou font une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que souvent, les gens projettent leur propre réalité sur les autres. Si quelqu'un est faible, il a des penchants, des manques, il pense que l'autre se retrouve dans la même situation. Sinon, comment comprendre que, bon, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois dans la rue et la personne vous dit, par exemple, idiot, imbécile. Si nous, on en fait une affaire personnelle, on va croire qu'on est vraiment idiot. Et là, on peut lui aussi lui en lancer également des injures et même aller jusqu'à se battre. Mais comment a-t-il fait pour savoir que je suis imbécile, je suis idiot? Puisqu'il ne me connaît même pas. Il ne me connaît pas. Mais souvent, nous, on peut même, comme l'a dit Miguel, on peut même penser que, ah, mais est-ce qu'il est clairvoyant? Est-ce qu'il est un devin? Comment a-t-il fait pour savoir que je suis un idiot? Il ne me connaît pas. Comment peut-il savoir que je suis un idiot? Donc, il ne faut jamais faire de ce que les autres disent ou font une affaire personnelle. Les gens projettent leur propre réalité, leurs faiblesses, leurs manques sur les autres. Donc, il faut comprendre cela et c'est vraiment comme un bouclier pour nous protéger. Parce que tout le monde ne parviendra pas au même moment à la maîtrise, au contrôle de soi. Donc, on rencontrera toujours quelqu'un sur notre chemin qui va nous provoquer. Et donc, nous, on doit avoir la maîtrise de nous-mêmes, ne pas se laisser aller, tomber dans les injures, dans la bagarre. C'est l'essence du deuxième accord Toltec. Et que dit le troisième? Quel est le message du troisième accord Toltec? Le troisième accord Toltec nous dit de ne pas faire de suppositions. Ne faites pas de suppositions. C'est quoi une supposition? Une supposition, c'est une opinion favorable ou défavorable qui ne résulte pas de preuves tangibles. Or, nous faisons tout le temps des suppositions. Nous faisons des suppositions sur les intentions des autres, sur les gestes des autres. On suppose tout. Et trop de suppositions conduisent à la paranoïa. Et nous vivons dans un monde de suppositions. Il faut arrêter de supposer. Il faut chercher à connaître la vérité. Parce que si on est en train de circuler, par exemple, on voit un accident, une moto, je suppose une grosse moto avec une voiture, tout de suite on peut supposer, oh, les gens avec ces grosses motos, ils conduisent n'importe comment. Voilà une supposition. Et peut-être que c'est l'automobiliste qui a mal conduit. Donc les suppositions nous empêchent de connaître la vérité, la réalité. On ne doit pas supposer. On dit que 90% de nos croyances sont fausses. Et c'est d'ailleurs l'un des concepts que la sagesse Toltec développe. Nous vivons dans un monde de rêve. Nous vivons dans un monde de rêve. Nous rêvons à tout. Et il nous faut sortir de ce rêve. Quand on vient au monde, nos parents, nos proches, nos maîtres, au lieu de nous apprendre à penser, ils nous disent ce qu'il faut penser. On devrait nous apprendre à penser, au lieu de nous dire ce qu'il faut penser. En nous disant ce qu'il faut penser, on nous met dans ce cercle vicieux du rêve, de Maya, de l'illusion. Et il faut en finir avec cette illusion, sinon on n'aura pas la paix intérieure, on n'aura pas l'équilibre intérieur, on ne va pas trouver le bonheur tant recherché. Donc, les suppositions ne nous permettent pas de nous élever spirituellement.
Et les suppositions créent des malentendus. Les suppositions créent des divorces. Les suppositions créent des séparations entre amis. On ne peut pas imaginer les dégâts que les suppositions peuvent créer. Donc on doit arrêter de supposer et chercher à connaître la réalité, la vérité. Donc c'est un accord qui paraît simple, mais qui a tout son sens. Et qui d'ailleurs a le sens du mot accord même, parce que quand on parle d'accord, c'est quelque chose que nous devons choisir nous-mêmes. C'est tout le contraire des lois, des commandements. Une loi s'impose à nous. Un commandement s'impose à nous. Or, l'accord suppose la liberté de choix. C'est clair. On doit choisir. Très bien. Le 4e accord nous dit « Faites toujours de votre mieux ». Faites toujours de votre mieux. Bon, il faut comprendre par là que notre mieux n'est pas le même tout le temps. Notre mieux aujourd'hui ne sera pas notre mieux demain. Peut changer selon les circonstances. C'est-à-dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Faire de son mieux nous permet d'éviter les déceptions. Quand nous nous engageons dans un projet, dans une affaire, et on sait qu'on a fait de son mieux, même si l'affaire ne se termine pas comme on l'aurait souhaité, on n'aura pas de regret parce qu'on sait qu'on a fait de son mieux. Il y a un adage qui dit « La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Quand on fait de son mieux, voilà le genre de phrase qu'on peut prononcer. Donc, faire de son mieux, il faut voir la chose en termes d'efficience et non d'efficacité. Il y a une anecdote très intéressante dans le livre de Miguel Ruiz que je voudrais partager ici. C'est un monsieur qui veut atteindre l'illumination. Et donc, il s'est rendu dans un temple et il a demandé au maître, « Maître, si je médite 2 heures tous les jours, il me faudra combien de temps pour atteindre l'illumination ?» Et le maître le regarda et répondit, « Si tu médites 2 heures tous les jours, peut-être que tu atteindras l'illumination en 10 ans. » L'homme convaincu qu'il peut, en méditant plus, atteindre l'illumination rapidement, il dit, « Bon, et si je médite 8 heures par jour ?» Et le maître répondit, « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra 20 ans. » Et là, il ne comprend pas, il dit, je médite 2 heures par jour, je peux atteindre l'illumination en 10 ans. Et pourquoi en méditant 8 heures par jour, il va me falloir 20 ans, soit le double, pour atteindre l'illumination. Et là, le maître dit, bon, si en méditant 2 heures par jour, tu fais de ton mieux, et au lieu de cela, tu mets 8 heures à méditer, probablement que tu vas passer à côté de ton objectif parce que tu vas te fatiguer. Et tu n'es pas là pour te sacrifier, pour sacrifier ta vie, pardon. Très bien. Tu n'es pas là pour sacrifier ta vie. On est là pour se sacrifier, aider les autres, mais on n'est pas là pour sacrifier sa vie. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait et nous autres, on n'a pas besoin de faire ce que Jésus a fait. Non. D'accord? Donc, on est là pour vivre mieux, pour aider nos semblables. D'accord? Et si on se met à courir derrière les résultats de cette façon, on passe finalement à côté de l'objectif. Donc, c'est un peu ça, le 4e accord Toltec fait de notre mieux. Et ce mieux-là, ça change. Quelqu'un peut méditer pendant 15 minutes. Je dis bien juste 15 minutes par jour. Et c'est son mieux. Et quelqu'un d'autre va méditer pendant 2 heures par jour. 2 heures par jour, mais il n'a pas encore atteint le niveau de celui qui le niveau. Voilà, parce que c'est l'efficience qu'on recherche. Et non l'efficacité. Il ne sert à rien de chercher à faire beaucoup en gaspillant l'énergie, en gaspillant les ressources. Il vaut mieux faire de son mieux en économisant les ressources. Très bien. Alors maintenant, comment vivre les 4 accords Toltec au quotidien? Comment les appliquer dans notre vie? Merci pour cette question. Je vais partager quelques astuces simples pour vivre les 4 accords Toltec. Le premier accord Toltec qui nous dit que votre parole soit impeccable. Alors, comment faire pour que notre parole soit impeccable? Bon, c'est
Ce n'est pas très difficile, mais ça va demander quand même des efforts. Vous savez, Socrate disait que avant de prononcer une phrase, de sortir un mot, il faut faire passer notre phrase, le mot, par 3 filtres, 3 passoires. Les 3 passoires de Socrate, c'est la vérité, le filtre de la vérité, le filtre de la bonté et le filtre de l'utilité. Avant de parler, je dois me demander, est-ce que ce que je veux dire est vrai? Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la peine de le prononcer. Bon, c'est vrai, je suppose que c'est vrai. Bon, si c'est vrai, est-ce que ce que je veux dire, c'est favorable? Est-ce que c'est favorable? Est-ce qu'une bonne parole? Quand on dit favorable, ce n'est pas forcément favorable. Je peux dénoncer, je peux avoir une bonne parole tout en dénonçant. Mais quel est l'objectif de ma dénonciation? Est-ce que je dénonce pour le bien de tous ou je dénonce pour diffamer l'autre? Et troisième passoire, c'est l'utilité. Il y a des vérités, comme on le dit d'ailleurs, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités que les dire à des moments donnés, à un endroit donné, franchement, c'est inutile. Donc il faut faire passer, il faut utiliser les 3 passoires de Socrate. Parce que quand on utilise le verbe pour diffamer, pour médire, c'est extrêmement grave. Le Christ Jésus dit, ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est plutôt ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Vous savez, les poisons les plus dangereux du monde ont des antidotes. Il suffit d'agir vite. C'est ça. Mais quand vous parlez mal, il n'y a pas d'antidote. Et Victor Hugo a fait un très beau poème là-dessus, un poème qu'il a appelé le mot. Un poème très intéressant. Permettez-moi de lire un court passage. Il dit, dans le fond d'une cave, 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin. Il marche. Il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Donc, cela nous invite à vraiment contrôler le verbe. Si on se met dans la grotte la plus sombre pour médire, soyons sûrs que ce que nous avons dit, ça va atteindre l'autre. Il peut commencer par nous détester sans savoir lui-même pourquoi. Parce que notre parole l'a atteint. Donc, c'est la première astuce que je voudrais partager, faire passer nos paroles par les 3 passoires de Socrate. On l'a dit autrement, on dit avant de prononcer une phrase, nous devons tourner de notre langue 7 fois. Comme l'a dit le Christ. Comme l'a dit le Christ. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas de 1, 2, 3, 7. Il ne faut pas prendre ce chiffre dans sa quantité, mais plutôt dans sa symbolique, dans sa qualité. Encore, le 7 est l'expression de la perfection. Donc ça rejoint le premier accord Toltec, que notre parole soit impeccable, parfaite. Vous voyez que la sagesse de Toltec est vraiment une philosophie universelle qu'on peut retrouver dans tous les écrits, dans tous les livres, tous les maîtres l'enseignent. Donc c'est ça. Deuxième astuce, on peut pratiquer le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole. Le jeûne de nourriture, tout le monde connaît plus ou moins le jeûne de nourriture, mais le jeûne de la parole, c'est moins connu et pourtant très efficace. Cela consiste à faire quoi? À se priver de communiquer, de parler, en tout cas de communiquer par le verbe, pendant un temps. Ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, ça peut être une journée, plusieurs jours. Donc, on s'exerce à garder le silence. Et
l'énergie que nous allons utiliser pour bavarder, cette énergie, on va l'orienter vers d'autres choses, vers d'autres activités. Donc, avec les 3 filtres de Socrate et le jeûne de la parole, nous pouvons peu à peu, progressivement, développer une parole impeccable. Je dis bien progressivement parce que on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et c'est ça, en quelque sorte, le sens du 4e accord Toltec, fait de votre mieux. Miguel Ruiz dit que c'est l'accord qui permet progressivement d'appliquer les autres. On va pas, si nous comprenons bien le premier accord Toltec, nous comprenons bien la portée, la puissance du verbe, n'allons pas avoir un verbe impeccable, une parole impeccable du jour au lendemain. Il faut faire chaque fois un peu de son mieux. Le deuxième accord Toltec, comment nous pouvons l'appliquer? Le deuxième accord Toltec, je rappelle, nous dit, quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, il y a des situations très difficiles où la personne devant vous et vous injurie ou vous provoque. Comment pouvons-nous faire? Bien, il y a des pistes, il y a des solutions. La première, c'est ce que nous appelons dans la gnose la transformation des impressions. La transformation des impressions, c'est en quelque sorte cultiver le détachement émotionnel. Cultiver le détachement émotionnel, ne pas accorder de l'importance à ce que l'autre dit. Donc c'est la première chose à faire. Parce que si on n'apprend pas à transformer ces impressions, à cultiver ce détachement sans être froid, sans tomber dans la froideur émotionnelle, bon, on ne sera jamais heureux. Parce que si vous avez tout chez vous, vous vivez bien, vous avez une belle maison, une belle voiture, vous avez les comptes en banque remplis, vous rentrez en ville, vous rentrez dans la société. Parce que vous n'allez pas avec votre argent vous construire une maison sur la lune. Non. Il faut vivre dans la société. Et tout le monde n'est pas comme vous. Donc vous aurez toujours quelqu'un prêt à vous provoquer. Donc il faut apprendre à pratiquer la transformation des impressions. Deuxième chose, il faut apprendre à se connaître. Parce que j'ai expliqué tantôt que si on fait de ce que les autres disent une affaire personnelle, c'est parce que nous avons la subjectivité, nous avons l'auto-importance. On a un amour propre excessif. Donc il faut apprendre à se connaître soi-même, à s'étudier, à s'analyser, à connaître ses propres défauts. N'attendons pas que les autres dénoncent nos défauts. Parce que si je connais mes défauts et que l'autre, par exemple, il m'insulte gourmand, et je sais au fond de moi, parce que je me suis auto-analysé, je me suis auto-observé, je sais au fond de moi que je suis gourmand, je ne vais pas me sentir blessé. Je dirais à la limite, bon, lui n'a pas besoin, au lieu de s'occuper des affaires des autres, n'a qu'à s'occuper de ses propres affaires. Mais ça ne va pas me blesser. Probablement que je n'irai pas à me battre avec cette personne parce que je sais au fond de ma conscience que je suis un gourmand. Donc, tendance en toi. Voilà, j'ai cette tendance en moi et puis je suis peut-être en train de le travailler, de surmonter ce défaut-là. Donc avec ces deux techniques, la transformation des impressions et la connaissance de soi, connaître ses propres faiblesses, ses propres limites, nous pouvons éviter de faire de ce que les autres disent ou font une affaire personnelle. Bien évidemment que nous-mêmes, nous allons éviter de provoquer, de maltraiter, que ce soit par l'action, par les pensées ou par le verbe, les autres. Des conseils pour le troisième accord Toltec qui nous demande de ne jamais faire de suppositions. De ne jamais faire de suppositions. Mais bon, comment ne pas faire de suppositions? C'est très simple. C'est de chercher la vérité. C'est d'avoir le courage de demander, de poser des questions. Si on a un collègue, je suppose on a un collègue et on a fait une discussion, on ne s'est pas du tout mis d'accord. Chacun est resté campé sur sa position. Et le lendemain, je suis là et il passe à quelques mètres, il devrait me voir et il me dépasse. Si moi je veux rester dans la supposition, je vais dire, ah bon, c'est la discussion d'hier qui n'a pas digéré et il me garde rancune. Sans savoir ce que cette personne est en train de vivre en réalité. Peut-être qu'il a eu une peine, il a eu un problème à la maison, il est venu au travail avec ce problème et il ne m'a même pas remarqué.
Donc, je peux me rapprocher de lui si on est dans le même service, dans le même bureau, ou bien le retrouver plus tard. Ce matin, tu m'as dépassé. Pourquoi tu l'as fait? Est-ce que ce que j'ai dit hier, ça t'a blessé et tout? Et il pourrait me répondre, ah bon? Je ne t'ai même pas remarqué. Donc, c'est très simple. Pour éviter les suppositions, il faut avoir le courage de poser des questions, d'exprimer nos désirs. Et d'ailleurs, quand on pose des questions, quand on exprime nos désirs, ça montre à l'autre que nous sommes attentifs à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Donc, il faut éviter d'interpréter les paroles, les gestes de l'autre. Il faut chercher à comprendre. Le quatrième. Le quatrième accord Toltec qui nous demande de toujours faire de notre mieux. Ben, pour développer cet accord-là, nous devons apprendre à nous discipliner. Il faut développer la discipline personnelle. Il faut d'abord commencer par s'analyser, voir les aspects de notre vie qui suscitent en nous l'insatisfaction. Les aspects de notre vie que nous voulons travailler, que nous voulons améliorer. Et prendre des résolutions fermes pour les travailler avec des paramètres qui vont nous permettre de mesurer notre progrès de façon concrète. Donc, il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Je peux dire, bon, je vais méditer chaque jour pendant 25 minutes. C'est un objectif. Je vais boire 2 verres d'eau tous les matins au réveil. Je vais faire 50 pompes chaque fois après le dîner. Il faut se fixer des objectifs quantifiables qu'on peut mesurer pour voir si nous avançons réellement. Et de cette façon, nous allons faire de notre mieux. Et comme on l'a expliqué, notre mieux peut varier selon les circonstances. Tout à fait. Mais c'est toujours d'essayer de donner le meilleur de soi-même pour qu'après, il n'y ait pas de regrets. On sait que, je me suis engagé totalement dans cette affaire, dans ce projet. Malgré tout, malgré toutes les précautions, ça n'a pas marché. Bon, tant mieux, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Très bien. Alors, on entend parler d'un 5e accord Toltec. De quoi s'agit-il réellement? Oui, effectivement, on connaît beaucoup les 4 accords Toltec, qui, comme je l'ai dit en introduction, est un best-seller qui a été vendu à je crois, plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et après le succès des 4 accords Toltec, Miguel Ruiz a, pas tout de suite, je crois que ça fait plus de 10 ans, il a écrit un 2e livre, le 5e accord Toltec. Il a coécrit avec son fils, José, et avec ce titre, le 5e accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Autrement dit, le 5e accord Toltec, c'est le scepticisme. Quelqu'un a dit, le doute est salutaire, il faut douter. Ça peut paraître bizarre dans un monde où on veut qu'on croie, il faut avoir la foi, il faut douter. Et pourtant, en ces temps de fake news, en ces temps d'intelligence artificielle, où, quand on voit une image, on ne peut vraiment pas savoir si c'est la réalité ou si l'image a été fabriquée par un robot, on est en droit de douter. Il faut être sceptique. Et ce qui est intéressant, il dit, le 5e accord Toltec est la voie de la maîtrise de soi. Les 4 accords, les 4 premiers accords c'est la base. Ce sont les principes fondamentaux de la liberté. Et le 5e nous met sur la voie de la régénération, de l'éveil spirituel véritablement. Les 4 accords Toltec nous permettent en quelque sorte d'obtenir notre liberté avant de savoir dans quelle direction aller. Parce que si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas décider dans quelle direction vous voulez aller. Donc c'est très intéressant, nous devons douter. Douter, être sceptique, c'est analyser. Il faut analyser toute chose avant de l'accepter. Et ceci ferait beaucoup de bien à la société. Il faut analyser, il faut douter de tout. L'apôtre Thomas, c'est l'apôtre de la science, c'est l'apôtre de l'analyse. Thomas nous a donné le bon exemple. Nous devons agir comme Thomas, nous devons analyser tout. Parce que le fait d'accepter, de se laisser enfermer par les croyances,
ça crée beaucoup de dégâts. Oui. On sait qu'il y a un courant philosophique qu'on appelle le scepticisme, qui est né dans la Grèce antique. Et c'est ce qu'il pratiquait. Il pratiquait le 5e accord Toltec. Quand on amène une proposition, ils disent non, bon, on va analyser d'abord, avant de voter, avant de dire oui. Et c'est ce que nous devons faire. On ne doit rien accepter. Parce que le conseil, ce que les Toltecs veulent de nous, c'est la liberté. Et si nous avons perdu cette liberté, c'est parce qu'il y a eu des milliers d'accords que nous avions passés en toute inconscience. Maintenant, nous devons rejeter ces milliers d'accords parce que finalement, un accord, c'est une opinion que nous acceptons. Et à partir du moment où on accepte l'opinion, cette opinion va conditionner notre vie. Si j'accepte l'opinion que Jésus est le Fils unique de Dieu, cela suppose que moi, je ne suis pas le Fils de Dieu. Donc, nous devons remettre en question nos croyances et nous baser sur des accords que nous signons consciemment. Et de cette façon, nous allons trouver la liberté. Cependant, douter, être sceptique, ça ne signifie pas hésiter. Ça ne signifie pas hésiter. C'est que quand nous avons une proposition, nous l'analysons correctement. Une fois qu'on a fini d'analyser, bon, on avance. Parce que l'hésitation ne mène à rien. On ne va pas faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Une fois que nous avons pris le temps de bien analyser, on doit foncer. On doit foncer comme un obus, on doit foncer comme une roquette, on doit foncer comme un missile. Quitte à nous de changer après notre positionnement, nos démarches, si entre-temps on fait des analyses ou bien d'autres éléments qui apparaissent et qui nous montrent que nous sommes sur la mauvaise voie. Ben, on ne peut pas aller de l'avant, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, si chaque fois on hésite. Voilà l'essence du 5e accord Toltec. Merci infiniment, Kenneth Gomissi. C'est moi qui vous remercie. Professeur d'anthropologie d'Austin. Merci pour nous avoir amené à découvrir les accords Toltec, qui sont vraiment une mine d'or, qui renseignent sur beaucoup d'attitudes et de comportements que nous devons avoir dans la société pour notre épanouissement personnel. Exactement. Et pour notre évolution spirituelle. Exactement. Merci à vous et merci pour ces éclairages et ces précisions. C'est moi. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre attention et à très bientôt.